Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse vidéo, la libération un petit peu pour moi. On va faire le tour du 4000 litres, on va en reparler après plusieurs mois d'absence. Je vous en avais pas parlé. Vous allez voir ce qui a évolué. Vous avez déjà un petit aperçu avec ce qu'il y a derrière moi. Et puis vous le savez déjà si vous me suivez sur les réseaux sociaux depuis une semaine. Donc en tout cas, aujourd'hui, voilà, c'est vraiment pour moi une libération. Je vais enfin pouvoir vous parler de sur quoi je travaille depuis quasiment 2 ans et ça me fait vraiment tellement plaisir, vous n'imaginez pas à quel point c'est un soulagement pour moi, un plaisir pour moi et un accomplissement de pouvoir enfin vous en parler, de vous montrer ces animaux exceptionnels et de vous parler de nouveau du 4000 litres. J'ai plein de choses à vous dire dessus. Aujourd'hui on va voir surtout le côté population, ce qui s'est passé. Et dans d'autres vidéos, dans les semaines qui viendront, on parlera en détail de certaines parties, compositions, système du 4000 litres et aussi plus généralement de la fish room. Car aujourd'hui, à partir de cette vidéo-là, je vais pouvoir enfin vous parler de façon plus globale de la fish room. Vous avez toujours vu depuis le lancement de celle-ci des petits bouts par-ci par-là, mais jamais en totalité. Ça va être vraiment pour moi aujourd'hui le renouveau de la chaîne, une grosse libération. Donc, la première chose, si vous avez envie de continuer à me suivre dans ces aventures-là, n'hésitez pas à vous abonner, c'est la meilleure façon de me soutenir, ça me fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, vous allez comprendre, on va parler du 4000 litres qui est derrière moi et des populations. Et vous allez voir dans les vidéos qui viendront, on va essayer d'attaquer des points assez incroyables. Et d'ici quelques mois, il y a des choses encore plus folles qui arrivent. Je pense que vous êtes vraiment pas prêts. Et donc, on est parti, on va parler du 4000 litres. Voici donc un angle de la fish room que vous n'avez pas vu depuis bien longtemps. Vous le reconnaissez, le 4000 litres, il a extrêmement changé depuis la dernière fois que vous l'avez vu, en termes de décor, en termes de population, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc aujourd'hui, évidemment, le sujet principal de la vidéo, ça va être de vous actualiser la population parce qu'il y a ces beaux bébés qui sont arrivés, ces potamotrigons, ces raies d'eau douce. On va aussi parler du décor qui a évolué et qui va encore évoluer, car pour moi, inadapté en partie à la maintenance de ces raies d'une façon long terme, car on n'a pas forcément besoin d'avoir un décor si chargé pour ces poissons. Donc voilà, vous allez tout comprendre dans cette vidéo, vous inquiétez pas, je vais vous accompagner pour que vous puissiez me suivre dans cette aventure, mieux comprendre comment j'en suis arrivé là. Donc on est parti. Il y a maintenant 1 an et demi, je vous avais fait une vidéo sur l'installation d'un éleveur de potamotrigons qui s'appelle Jean-Jacques. Vous avez été très nombreux à me faire des retours sur cette vidéo-là. Aujourd'hui, même encore aujourd'hui, vous m'en parlez. Vous avez pu voir les installations. C'est un éleveur passionné, chevronné depuis plus d'une dizaine d'années et qui est aujourd'hui un ami. Je le remercie énormément. Comme vous pouvez vous en douter, donc ces animaux viennent de chez lui. Jean-Jacques a aujourd'hui un âge assez avancé et il a préféré céder une partie de son élevage. Donc après avoir fait les formations nécessaires et aussi d'avoir passé la validation pour obtenir la détention de ces poissons-là, parce qu'en France on a besoin d'un certificat de capacité pour maintenir cette espèce. Ce n'est pas des poissons adaptés à tout le monde, c'est la première chose qu'il faut voir. Et toutes les espèces ne sont à mon sens pas compatibles en aquarium. Maintenant aujourd'hui, on va parler de mes animaux, d'accord? Il y a énormément d'espèces chez les potamotrigons et on ne pourra pas faire un monologue sur toutes les espèces. J'ai pas pour vocation non plus d'avoir envie d'élever plusieurs espèces, tout simplement parce que c'est des poissons qui vont demander de la place, qui vont demander une attention particulière et donc qu'il va falloir suivre pendant des années. Je pense qu'au même titre qu'un chat, qu'un chien, ce genre d'animaux plus massifs, plus imposants, qui demandent des volumes, il faut être prêt à pouvoir les encaisser et les garder pendant plusieurs années. C'est des animaux qui vivent longtemps dans de bonnes conditions et donc tout ça, il faut le prendre en compte. Et aujourd'hui, j'ai donc la certification personnellement pour maintenir cette espèce-là. Vous en doutez qu'il y a 1 an et demi, quand j'ai fait la vidéo sur l'établissement de Jean-Jacques, il y avait forcément eu avant des discussions avec lui. On avait déjà commencé à mettre en place le passage du certificat de capacité. Et aujourd'hui, là, il y a quelques semaines, je suis passé en commission pour l'obtention du papier. Avant qu'on parle de ce groupe, en particulier, j'aimerais vous parler un peu des potamotrigons, vous faire un petit récap de ce que je vous avais dit dans la vidéo de présentation de l'élevage. Déjà, première chose, si vous voulez, vous partez sur la vidéo où je présentais l'élevage de Jean-Jacques, je vous mets le lien en description. Franchement, j'avais fait le tour de plein de choses, j'avais expliqué plein de choses sur cette espèce-là, et aujourd'hui, je vais en reprendre quelques points, mais vous n'aurez pas toutes les infos. Donc si vous voulez vraiment avoir des trucs très précis,
aller sur cette vidéo-là. Pour faire simple, ce sont des animaux du genre Potamotrigon. Donc ici, on est sur l'espèce Djabouti et la variété albinos. Parce que chez les albinos, dans l'espèce Djabouti, il y a plusieurs noms commerciaux différents et déclinaisons différentes, comme la variété panda, la variété golden baz, la variété red baz. Enfin bref, voilà, il y a plein de types différents. C'est des animaux qui sont nés à l'époque chez Jean-Jacques. En 2012, c'est chez lui qu'ils sont apparus dans les premières Potamotrigon Djabouti albinos, qu'il a élevé pendant des années du coup, et qu'il a toujours fait évoluer, donc c'est-à-dire les groupes, les sélections et autres. Et donc cette variété-là est la golden baz. Et donc cette variété-là est la golden baz, une des variétés aujourd'hui relativement communes dans les albinos, c'est-à-dire que on a la plus commune va être la red baz, qui est avec des points rouges, et ici on a des points jaunes ou des cercles jaunes, selon le pattern et l'âge de l'animal. Et donc ici, on va avoir des animaux relativement vieux. Pour parler de la variété sauvage, les femelles vont faire jusqu'à 90 cm de largeur de disque. Vous allez comprendre pourquoi je mets des points d'interrogation sur la maintenance long terme de Potamotrigon dans des aquariums qui ne sont pas forcément adaptés. Parce que 90 cm de largeur de disque, pour ceux qui ne réalisent pas, ça fait quelque chose de très grand. Le bac fait 3 mètres, donc imaginez que 90 cm, on va arriver genre, ouais, vers là, quoi. Donc imaginez que le disque de l'arrêt fait juste ça, quoi. Donc c'est absolument colossal, la longueur de la queue, enfin voilà. Évidemment, là on parle des plus grosses femelles. Et du côté des mâles, on va être sur des poissons qui vont faire aux alentours des 60 cm. C'est les tailles normales que faisaient les formes sauvages qu'avait l'éleveur Jean-Jacques. Sauf qu'en ayant la variété albinos qui a apparu spontanément chez lui, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une corrélation de taille entre l'albinos et la taille du poisson. On est quand même sur des poissons relativement petits pour des Potamotrigon. Alors petits, non, hein, c'est des gros animaux, hein, mais pas de la taille des animaux adultes. Et par exemple, pour vous illustrer ça, j'avais fait la visite chez Jean-Jacques, une variété qui est la Léopoldie, mais qui est sensiblement de la même taille. À 2 ans, la Léopoldie faisait 60 cm de largeur de disque. Et la Djabouti albinos, la plus vieille qu'avait Jean-Jacques, qui devait faire à l'époque, qui devait avoir 5 ans ou 6 ans à l'époque, faisait 40 cm de largeur de disque. Et là, dans le groupe que vous avez ici, qui sont des poissons qui ont jusqu'à 7 ans du coup, celle qui a 7 ans, qui est dans le fond là-bas, fait 40 cm, voire un peu moins, 39-40 cm de largeur de disque, et les autres vont faire plutôt aux alentours des, pour les femelles, entre 30 et 35, peut-être plus 35 que 30 d'ailleurs, et les mâles vont faire 30 cm de largeur de disque. Donc vous avez des grosses différences de taille entre les formes sauvages et les formes albinos, donc il y a certainement, alors il n'y a pas d'études scientifiques qui le prouvent, mais il y a certainement un lien de corrélation. Caractéristiques, on va voir plusieurs petites choses qui sont sympas à noter. C'est par exemple le sexage, qui est le même sexage que pour les requins, donc c'est la présence de ptérygopodes. Je vous mets une photo à l'écran. Grosso modo, ils ont 2 organes sexuels, les mâles qui sont bien visibles. Et pour la petite anecdote, les raies font partie du même ordre que les requins. Et donc au niveau du sexage, on a la même façon de les sexer. Par exemple, chez les requins blancs, vous allez avoir les ptérygopodes présents sur le ventre des requins, qui sont présents aussi chez les raies. Donc petite anecdote, c'est sympa. C'est toujours bon à savoir. On va avoir aussi du coup le dard, qui est très présent, qu'on voit de façon assez significative sur les animaux adultes. On va avoir un venin cardiotoxique, nécrosant et neurotoxique, à savoir que la cardiotoxine et la neurotoxine qui est présente n'est pas de façon majoritaire dans le venin, et c'est surtout nécrosant. Donc c'est un peu le problème avec ces raies d'eau douce, c'est qu'avec la nécrose qu'elles peuvent provoquer, si ce n'est pas pris en charge, ça peut être vraiment problématique. Ces dards vont muer, vont tomber de temps en temps, et donc vous allez pouvoir de temps en temps trouver des dards dans votre aquarium. Alors quand je vous dis dard, c'est pas le bon terme, évidemment, c'est aiguillon. Bien, vous avez compris l'idée. Donc, ce genre de choses-là, en fait, vont tomber donc de chez nos animaux. Et ici, on a un aiguillon, donc 2 raies adultes. Ça va être justement l'aiguillon de la raie qui est la plus grande là-bas, qui fait 40 cm de largeur de disque. Et donc, vous pouvez voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, c'est assez violent. Donc, si on s'enfonce ça dans la main, hein, c'est pas du tout quelque chose qu'on va rechercher. C'est en ça, du coup, que la dangerosité des raies est à noter. Attention, par contre, elles ne chassent pas avec le dard. Elles ne sont pas agressives du tout. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas donner de coups de queue ni rien. La seule chance pour se faire piquer par une raie, ce serait vraiment de mal les manipuler et ou de marcher dessus. Bon, après marcher dessus, évidemment, on va éviter d'aller dans l'aquarium quand on a des Potamotrigon dedans. Ces dards-là vont tomber à peu près 1 à 2 fois par an maximum pour des adultes, un peu plus peut-être chez les jeunes, mais grosso modo, on est sur cette échelle-là d'aiguillons qui vont tomber. Les raies d'eau douce sont particulières par rapport à leur maintenance. Par rapport à la taille, on se l'accorde, mais aussi par rapport à leur sensibilité. Ce sont des poissons cartilagineux et donc qui vont ne pas avoir énormément de maladies décrites, mais par contre qui vont être extrêmement sensibles aux variations de paramètres, aux chocs, aux déplacements. Et donc il faut avoir
ils ont quand même une certaine sensibilité, donc il faut faire un peu attention. Après, ça reste comme pas mal de poissons, une stabilité dans votre aquarium. Au niveau des paramètres, ce sera parfait. Quelle a comme particularité ce groupe-là? C'est un groupe d'animaux adultes que Jean-Jacques a décidé de me céder par rapport au fait qu'il souhaitait aussi diminuer son élevage par rapport à son âge, ce qui est complètement compréhensif. Et donc du coup, aujourd'hui, voilà, j'ai récupéré ce groupe-là qui va m'accompagner pendant des années sans aucun doute. On a 6 animaux adultes, qui étaient le gros coproducteur déjà chez Jean-Jacques. Donc chez lui, il était déjà composé, c'est super important de le préciser, parce que dans l'entente d'un groupe de potamotrigons, on peut avoir des divergences entre chaque spécimen s'ils ne sont pas habitués à vivre ensemble. Ce qui est important de voir, c'est que c'est des poissons grégaires, mais par contre, entre les mâles, on peut avoir des dominations. Donc c'est juste cette petite chose qu'il faut faire gaffe, c'est l'entente entre les mâles. Mais ça reste des poissons qui aiment vivre en groupe. Ça va permettre de diminuer le stress, et même quand vous avez des poissons qui s'entendent bien, vous pouvez monter jusqu'à 3 mâles dans un même aquarium, à partir du moment où voilà, ils ont grandi ensemble, où vous avez une bonne gestion de la maintenance. Plusieurs mâles ensemble, c'est pas forcément ce que je recommande, mais attention, c'est simplement pour bien vous expliquer que ce sont des animaux de préférence grégaire. La composition se fait de 4 femelles et 2 mâles. Tous les animaux ici sont adultes. La plus vieille va avoir 7 ans, juste ici, donc la plus grosse femelle. Qui vit très bien, qui est en pleine forme. Des animaux comme ça peut vivre entre 10 et 15 ans sans trop de soucis. J'espère qu'elle va m'accompagner encore 3 bonnes années. Si déjà elle vit 10 ans, ce sera une belle période de vie. Donc je pense que si elle en vient à décéder d'ici les prochaines années, ce sera sûrement une question d'âge. Plus qu'une question de maladie, même si ça peut arriver. Ce genre d'animaux-là peuvent développer des cancers, des choses comme ça. Donc quand on est sur des poissons qui vivent longtemps, les probabilités de tomber malade sur des maladies comme ça est de plus en plus importante forcément avec l'âge. Et donc c'est des poissons qui peuvent mourir plutôt que sous les 10 ans ou quoi. C'est pas une science exacte, c'est comme chez les êtres humains, la moyenne d'âge va être à 80 ans. Il y en a qui meurent avant, il y en a qui meurent plus tard. Donc voilà, c'est pas du tout significatif, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc la plus grosse va pas forcément plus grossir et je pense pas que les autres vont la rattraper en taille. Jean-Jacques l'éleveur me disait que cette raie là était la plus grosse qu'il avait eue en albinos et donc à mon avis on est plutôt large. Alors côté population, faut savoir que les potamotrigons, c'est elles qui vont dicter la population totale du bac. Elles peuvent manger du poisson, mais c'est pas du tout catégorique. C'est pas vous allez mettre un autre poisson, elles vont aller chasser. C'est pas des grosses chasseuses, en tout cas pour les miennes. Pour la simple et bonne raison qu'elles sont habituées à manger du granulé. Elles ne mangent jamais de poissons congelés ou autres, parce que ces poissons-là congelés vont faire beaucoup de pollution. Et donc ces animaux-là sont habitués depuis qu'ils sont jeunes à des granulés. C'est une technique en Asie aujourd'hui. Les potas sont vraiment élevés au granulé. C'est juste qu'en Europe, on est un peu plus en retard là-dessus. Et l'éleveur Jean-Jacques avait depuis des années commencé à nourrir au granulé. Et donc elles sont 100% habituées au granulé. On parlera de ce que je donne après. Mais en tout cas, c'est important de le préciser parce qu'en fait, en raison du type de nourrissage, je suppose que c'est grâce à ça, on va avoir un comportement de chasse complètement absent chez ces animaux. Alors, à prendre avec des petites pincettes. Vous allez mettre avec des animaux aussi gros, évidemment, des petits ancistrus, des petits hypancestrus, des poissons assez fragiles qui sont en plus de ça relativement lents, ça peut poser problème. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple avec les potamotrigons, hein, dans l'idée où vous avez un gros groupe, vous pouvez mettre sans problème par exemple des cardinalis. Pourquoi? Parce que les cardinalis sur des animaux adultes, ils ne font pas partie de leur chaîne alimentaire. C'est comme pour pas mal d'animaux. En fait, on va avoir une chaîne alimentaire qui va se créer. Donc les potamotrigons adultes vont pas aller chasser du cardinalis parce que le rendement énergétique pour aller chasser un cardinalis et le manger est pas suffisamment important. Donc le cardinalis il va le laisser tomber. Donc si vous avez dans un aquarium 200 cardinalis et des potas adultes, hein, je parle pas des juvéniles, les juvéniles vous pourrez essayer, mais en tout cas elles ne devraient pas poser trop de problèmes. Après, c'est d'autres choses qui risquent de poser soucis, le courant, bref, votre maintenance de l'aquarium évidemment, mais ça c'est autre chose. Tous les poissons qui peuvent craindre un peu, à mon avis, c'est de 2, 3, 4 cm à des poissons qui vont faire jusqu'à 15-20 cm. Jusqu'à 20 cm, elles peuvent essayer de les croquer. Maintenant, ça va dépendre du comportement de chacun de vos animaux. Là, ici, moi, les miennes, elles ne sont pas du tout agressives envers les autres poissons qu'on a dans le bac. Et qu'est-ce qu'on a dans l'aquarium? On va avoir du Geophagus, donc on en a 4. À l'époque, j'en avais mis 6 dans l'aquarium, mais qu'est-ce qui s'est passé en un an? J'en ai perdu 2 en un an. Ils se sont fait tout simplement aspirer par le close loop. Donc, ouais, vous savez, le close loop, c'est le système en fait, qui va venir remuer le sol. Donc en fait, on a des entrées d'eau de chaque côté et au fond de la cuve, j'ai 3 sorties qui mettent en mouvement le substrat pour éviter d'avoir des déchets dans des zones trop localisées. En fait, le problème, c'est qu'à la base, j'avais mis des pré-filtres sur ces membranes-là, sauf que je me suis rendu compte que du coup, ça me bridait l'aspiration, donc je les ai enlevés. Et quand ils sont arrivés, les Geophagus, ils faisaient entre 5 et 10 cm. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai 2 qui sont allés dedans, qui se sont fait aspirer.
Donc malheureusement, ils sont morts dedans. Je les ai retrouvés en fait dans mon rotor de la pompe pour déchiqueter. Et donc du coup, quand je l'ai vu, j'ai reprotégé. Maintenant, ils sont beaucoup plus grands, donc il n'y a plus du tout aucun problème. Là, les Geophagus font déjà entre un bon 20 cm facile pour les 2 mâles. Donc j'ai 2 mâles et 2 femelles. Et j'ai une femelle qui est tout le temps en train d'incuber. Donc elle est toujours en train d'incuber. D'ailleurs, actuellement, là, elle est derrière, dans cet îlot de racines, vers l'arrière. Je ne sais pas trop où exactement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est bien en train d'incuber. En termes d'autres poissons, on a du Loricaridés. À l'époque, j'avais mis dans l'aquarium un Scobinocystrus et un Panac Royal que j'avais ramené de chez Estalens. Donc d'ailleurs, les Geophagus viennent aussi d'Estalens. Alors aujourd'hui, Estalens, comme vous avez pu probablement le savoir, a fermé ses portes pour cause de financement. C'est vraiment très dommage. Des poissons exceptionnels, assez peu communs en plus. C'était l'occasion de pouvoir trouver des poissons qu'on ne trouve pas partout. En France, on n'a pas assez de demandes, donc ils ont dû fermer. Donc, le Panac va extrêmement bien, mais je l'ai enlevé il y a actuellement 3 jours pour une bonne et simple raison. C'est que mon eau était en permanence remplie de particules en suspension. Le Panac est un poisson xylophage, c'est-à-dire qu'il mange du bois. Et quand le Panac, je vous mets une photo de quand il est arrivé et de aujourd'hui, il a pris littéralement 10 cm en grosseur, etc. Donc déjà il était bien maintenu, il était bien le pépère, parce qu'un Panac ça grossit très lentement, donc pour qu'il ait grossi autant en un an, c'est qu'il était bien. Sauf que complètement inélevable dans cet aquarium en fait. C'est impossible à élever dans un bac comme ça. On a 1,30 m de large, donc c'est-à-dire que la moindre particule en suspension, on la voit, et il m'a ruiné le bac pendant tout le temps qu'il était dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est retrouvé avec un biofilm sur toutes les racines, sur lequel ce biofilm-là, normalement, qui n'aurait pas été dérangeant, se retrouvait rempli de dépôts de bois. Et puis pareil sur toutes les racines, mais tout le décor du bac, j'ai encore plein de déchets de particules de bois partout dans le bac. J'ai beau avoir passé une demi-journée à siphonner partout pour cette vidéo-là, c'est toujours pas nickel. La filtration, j'ai enlevé au moins 5 cm sur toute la surface de la décante. C'est un truc de ouf et pourtant je l'entretiens régulièrement le bac. Voilà, le problème c'est que c'est pas assumable. Donc c'est un Panac que je veux absolument garder parce que son pattern et sa couleur, il est magnifique vraiment. Donc je lui ferai un bac dédié dans une autre installation bientôt. Mais dans ce bac là c'est pas possible. Voilà. Quand vous avez un Panac, vous pouvez avoir un peu de dépôt en suspension ou quoi. Ça peut être un Blackwater, ça peut être un bac qui est pas très large ou quoi. Dans ce cas là il n'y a pas de souci. Mais dans un bac comme ça, c'est juste inassumable. Je m'en rendais pas compte avant que ça allait être à ce point là. 11 mois, j'ai pris 11 mois avant de prendre cette décision. Mais avant de le faire, j'ai quand même bien réfléchi. Mais malheureusement, c'est pas, voilà, je peux pas. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Ça casse énormément l'esthétique du bac. Et c'est un point pas forcément trop négligeable. Donc c'est un peu compliqué. Vous le voyez peut-être pas trop à la vidéo. Mais en tout cas, quand on est en vrai devant, là, il y a encore beaucoup de particules en suspension. Et si on regarde en détail, c'est encore des particules de bois. Parce que elles sont toujours mises en suspension. Donc le Panac, je l'ai passé dans un 600 litres. Qui est juste en bas là derrière vous. Il va très bien, voilà, il n'y a pas de souci. Il m'a déjà ruiné cet aquarium, c'est-à-dire que la filtration est déjà remplie de déjections. Mais c'est pas grave, au moins là ce sera simple à entretenir, il y aura moins de problèmes. Maintenant, dans cet aquarium là, donc je l'ai enlevé, j'ai aussi d'autres Loricaridés. Le Scobinocystrus, il a très bien grossi, il se cache dans cette zone là, sous la roche. Il est toujours sous les roches. Il se balade un peu, mais il est très nocturne et il est plutôt très craintif. Il a pris, je pense, 2-3 cm, pas plus. Les Scobinocystrus grossissent aussi très lentement. Et de toute façon, il est déjà à taille adulte. Un Scobinocystrus de 20 cm, c'est la taille qu'il fait, peut-être même un peu plus. Ça ne va pas devenir beaucoup plus gros. Voilà, il fait sa petite vie dans l'aquarium. On va avoir aussi en Loricaridés 2 autres poissons, qui sont justement des poissons qu'on aurait pu penser qu'ils allaient se faire manger par les Potamotrygons. Ce sont des Sturizoma aerum. C'est des poissons que j'adore énormément. J'en voudrais vraiment une flopée dans cet aquarium, c'est-à-dire que là, je voudrais en mettre une bonne quinzaine de plus pour qu'ils viennent me faire la station d'entretien, la station de nettoyage dans l'aquarium. Ils sont géniaux, c'est une forme magnifique. Alors j'en ai 2 actuellement, j'ai toujours le couple, donc ça va faire depuis à peu près 7-8 mois qu'ils sont là. On a une femelle et un mâle. Je vais essayer de vous les rechercher. Donc eux sont à tendance algivore surtout. Mais en tout cas, voilà, ils sont dans le bac. Je sais qu'ils sont devant moi, mais j'arrive pas à les voir. Malgré leur taille et leur fine largeur, donc ça, c'est des poissons qui vont faire grosso modo 20 cm max de taille adulte, mais 20 cm de Loricaridés, donc tout fin, un bâton de 20 cm, en fait, réellement. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que j'aurais pensé que, quand je les ai mis, c'était un peu test, c'est-à-dire pour voir si ça passait avec les Potamotrygons. On a tellement peu de documentation que c'était compliqué de se projeter, donc je voulais essayer des choses. Donc je les ai mis, et il n'y a aucun souci, les Potamotrygons ne s'y intéressent pas du tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas, on y va. On n'a pas parlé d'un Loricaridé que vous connaissez, que vous avez déjà vu, et qui a énormément grossi, qui est devenu colossal, juste monstrueux. C'est le Pseudacanthicus L96,
qui est justement sous cette racine-là. Là, vous voyez, il y a une souche de racine. Il est vraiment dessous. Il fait un bon 30 cm. Quand il est arrivé, il faisait une dizaine de centimètres. Je vous mets la photo juste ici. Ça, c'était il y a, du coup, je dirais 1 an et demi à peu près, 1 an et demi, 2 ans. Et aujourd'hui, il est devenu juste énorme. Hein. Il est à taille adulte quasiment. Donc, vraiment un très très beau poisson. Je l'adore. Il a un super comportement. Il sort pour venir manger. Enfin, voilà, vraiment génial. Et d'ailleurs, bientôt rejoindront avec lui quelques L600 qui sont en grossissement juste en face, dans le 680 litres. Donc bientôt, on aura une belle population de Pseudacanthicus, ça va être absolument génial. Maintenant qu'on a parlé de tous ces petits loris, on a aussi les poissons que vous attendiez certainement les moins dans ce bac-là. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit comment je faisais pour les maintenir ensemble. Parce que tout simplement, là aujourd'hui c'est vraiment des tests, hein. C'est des tests un peu long terme, mais c'est des tests. Dès le lancement de l'aquarium, j'avais déjà mis mes Altum dans l'aquarium. Les Altum sont ceux aussi que j'ai reçus avec le Pseudacanthicus à l'époque. Alors j'en avais 5 Altum, j'en ai perdu 3 pendant la casse d'un bac. Un bac pendant le déménagement de la fish room en fait, et j'avais un bac temporaire où vous étiez dedans, le bac a cassé, il ne me restait plus que ça d'eau, et en fait le fait que les poissons soient trop stressés et à moitié couchés, j'en ai perdu 3, et après j'en ai perdu un autre sans raison, c'est-à-dire comme ça il a claqué, pareil dans la période de transition. Donc tout était bon, j'avais pas de problème, j'avais des discus dans le bac et tout, et je l'ai retrouvé vraiment, le matin il allait bien, le soir il était mort. Du coup j'en avais plus qu'un, donc je pense que j'espérerais lui trouver des copains. Le problème c'est qu'il faut lui trouver des copains adultes, parce que, bon, faut pas déconner quand même avec les potards, on va pas mettre des Altum de 5 cm. Et en plus de ça il est extrêmement territorial, donc on va voir, en tout cas pour l'instant il va bien, il est toujours là. Il y a aussi une autre espèce, c'est les discus. Donc qu'est-ce qu'ils foutent là, ces discus? C'est tout simplement que, pareil, à l'époque quand j'ai lancé le bac, j'avais mis des discus sauvages que j'avais, qui étaient malades. Vous le savez, ça fait maintenant longtemps que j'élève des poissons. Moi, je suis pas quelqu'un qui serait capable de tuer des poissons quand ils vont mal. J'ai pas forcément le courage, c'est pas quelque chose qui me plaît. Donc, au lieu d'euthanasier des poissons, j'avais pris la décision de les laisser en fait finir leur jour dans les meilleures conditions possibles dans le 4000 litres. Je comptais pas mettre forcément beaucoup de discus, donc j'avais mis voilà à l'époque, je devais en avoir 5 en tout discus vraiment sauvages qui étaient d'un niveau de parasitage énorme. Le niveau de parasitisme pour faire beaucoup de dégâts sur un sauvage est énorme. Donc le problème qu'on a, c'est que c'est pas catégorique, hein. Je vous dis pas que c'est la chose systématique. Mais quand on a un poisson sauvage qui est dans un tel état que vous voyez, il est limite à l'agonie, mais il survit sans trop de problèmes, il n'y a plus grand chose à faire. Donc même si parfois, au bout de mois de traitement et autres, on pourrait réussir à lui faire gagner quelques mois de survie, c'est des choses que j'ai essayé de faire avant. J'ai jamais réussi à les retaper ces 5-là, donc j'avais décidé de les mettre dans le 4000. C'est une décision qu'il fallait prendre, c'est-à-dire qu'au lieu de les laisser les euthanasier, parce que de toute façon ils n'étaient pas bien, il valait mieux que je les isole dans un aquarium dans lequel je n'allais pas mettre d'autres poissons et de les laisser finir leur vie tranquillement. Et donc, dans cet aquarium-là, ils sont aujourd'hui tous décédés, donc ça s'est fait progressivement en 1 an. J'ai eu quand même un moment un discus qui avait eu un problème avec une Potamotrigon. En fait, la plus grosse, vu qu'ils étaient très faibles, ils se débattaient très peu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai mis les poissons, la seule fois qu'il y a eu une attaque, c'est quand j'ai mis le poisson, après avoir fait son acclimatation, il a coulé, en fait, un peu choqué. Et je m'y attendais pas, la raie, elle est dessus, en fait. Les raies, comment elles vont attaquer les poissons? Elles vont venir, admettons que ce soit sur la paroi qu'elles font ça, le discus il tombe, elles vont venir le saisir comme ça. Et en fait, en le saisissant comme ça, elles vont le bloquer pour le faire suffoquer. Donc là, moi, j'avais fait sortir le poisson de sous l'arrêt. Mais depuis, après, j'ai pas eu d'autres attaques. Et même une fois les poissons morts, c'est-à-dire que j'ai eu un poisson mort, le dernier sauvage qui est décédé. Je l'ai retrouvé un matin, posé au fond, et il avait aucune trace de succion. Parce que je peux vous assurer que si vous avez une raie qui l'attaque et qui vient l'agripper pour essayer de le bouffer, vous allez voir des dégâts. Donc du coup, j'ai bien vu qu'il n'y avait pas de dégâts. Donc je me suis dit que c'était pas du tout une chasse. Mais tout de même, on a beaucoup de gens qui vont vous dire que c'est pas compatible. Moi-même, je me suis quand même parti du principe où j'avais tendance... En fait, vu que j'ai perdu quand même les poissons en 1 an, je me suis dit, au-delà de la maladie, peut-être qu'il y a eu quand même un stress lié au Potamotrigon. En fait, c'est-à-dire que les Potamotrigons ne dorment pas la nuit, donc c'est-à-dire qu'elles restent en permanence actives, mais par contre, tous les autres poissons que vous avez là, les Geophagus, l'Altum, les Discus, eux, ils dorment. Donc quand ils dorment, ils sont vraiment stone, vous savez peut-être ce que ça fait, donc ils sont stone au fond du bac, et ils bougent plus trop. Et donc je me suis dit que en fait le problème c'est que du coup ils pouvaient pas avoir de nuit tranquille et donc ça les stressait, que ça les perturbait. J'en ai parlé avec l'éleveur des poissons qu'il y a dedans là, c'est Jérôme Duranto, c'est les Discus Ekelcross que vous avez vu plusieurs fois d'ailleurs sur la chaîne, qui sont juste derrière vous pour la plupart d'entre eux. Et il est passé à la maison là dans la semaine. Après en avoir discuté avec lui, vu que je constate pas vraiment de prédation, en raison du mode de nourrissage des potards, on s'est dit donc avec Jérôme de Discus JDL quand même de tenter le coup pour en mettre 3 Discus Ekelcross dans le bac. Ils font aujourd'hui une belle taille entre 14 et 16 cm.
Donc on s'est dit, pourquoi pas tenter? De toute façon, si on tente pas, on verra pas vraiment. Les poissons sont sains et en parfaite santé. Ils ont rejoint le bac il y a 3 jours, ils vont toujours très bien. Mais du coup, on va bien voir, il faut avoir laissé le temps un peu de se faire. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Mais je veux quand même surveiller ça sur 2-3 semaines pour voir comment ça se passe. Si ça se passe bien, on passera la quasi-totalité des discus et quelques crosses dans le bac. Ça permettra d'avoir un plus gros groupe et du coup d'avoir des discus qui stressent moins, qui soient mieux tout simplement. Mais en termes de stress, j'ai pas l'impression qu'ils soient très stressés. C'est-à-dire que quand je vais nourrir, les discus vont venir avec les potas en train de manger. Donc voilà, s'il y avait le moindre stress, je pense que ça se verrait. Donc je suis plutôt rassuré. Donc évidemment, là, ce que je veux préciser, c'est que c'est dans mon cas, maintenir des discus avec des potas. Il y a des gens qui l'ont déjà fait sur des potas de taille similaire en Allemagne et autres. Il y a des vidéos qu'on peut retrouver sur internet. Maintenant, c'est pas quelque chose à prendre au pied de la lettre, d'accord? Je pense que ça dépend vraiment de comment vous nourrissez vos poissons, du groupe de vos poissons, de vos animaux. Les potamotrigons sont vraiment des animaux intelligents, je veux bien, c'est très important de le prendre en compte. C'est des animaux qui pourraient comprendre par exemple de l'enrichissement. D'ailleurs, c'est des choses que je vais essayer de mettre en place avec le temps. Mais comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, le discus, voilà, il vient chercher dans les potas, il n'y a pas de problème. Là, c'est pareil, le discus est juste au-dessus des potas. Si elle voulait le choper, elle le ferait, il n'y a aucun souci. Hein. Je voulais pas dans cet aquarium-là mettre d'autres poissons plus gros. Je considère que les potamotrigons sont déjà des poissons énormes, qu'en eux-mêmes, il ne faut pas en rajouter d'autres. Sinon, ça donnerait un peu n'importe quoi. Donc, je ne vais pas mettre un arowana dans 3000 litres. L'arowana serait vraiment trop gros. Je ne vais pas mettre toutes ces espèces-là qui sont un peu grosses pour moi, des cyclas ou quoi. Donc, du coup, je préfère vraiment partir sur des populations que j'adore comme les discus, voir si ça marche. Et si ça marche, garder un groupe de discus avec des géophagus, un petit groupe d'altum. Et voilà, ce sera très bien. En début de vidéo, je vous disais quand même que le scape allait changer. Si mon bac a plus de surface d'exploitation au sol que le bac de chez Jean-Jacques à l'époque. Donc ici, nous, on a 3 mètres par 1,30 m de large seulement. Mes décors prennent trop de surface, je trouve. J'ai déjà retapé un peu le décor. À la base, la racine qui est en haut là-bas était dans cette zone-là. Donc il va falloir qu'on retravaille le décor. Ça va être fait dans les mois qui viennent, très rapidement je pense, pour en fait virer quelques racines, virer un peu de roche, refaire un espace de sable plus grand pour que les potas puissent mieux explorer. C'est vraiment un côté un peu découverte de la pota pour éviter qu'elles aient toujours une zone très réduite de déplacement. Là aujourd'hui elles sont quand même assez restreintes. Je m'en rendais pas compte avant qu'elles soient là parce que tu te rends pas forcément compte qu'elles soient si imposantes et qu'elles soient si intelligentes. Mais quand elles sont là, bon, tu te dis quand même, ouais, faut un petit peu plus d'espace quand même, ce serait pas de mal. Le bac est chauffé à 28 degrés. On a 1000 watts avec thermostat externe. Donc voilà, ça tourne très très bien et ça me suffit. Le bac est couvert avec des plaques de polycarbonate. Et en plus de ça, l'acrylique isole très très bien. Donc ça permet vraiment d'éviter un maximum de perte de chaleur. Et après, on a aussi pareil côté éclairage. Je vais éclairer maximum 2 heures par jour. Et c'est vraiment au bon vouloir. C'est selon quand j'ai envie d'éclairer. Parce qu'il y a déjà la lumière ambiante de la pièce. Et si j'allume tout, sinon ça me fait un peu d'algues. Donc pour éviter ça, je préfère juste mettre un peu moins de lumière. Et voilà, éclairer le bac que de temps en temps. Mais par contre, quand il est allumé, ça fait vraiment plaisir parce qu'on voit la beauté des poissons. En fait, vu que du coup, on a du discus et de la potamotrigon, les granulés pour potamotrigon sont des granulés faits pour esturgeon. En termes de mode alimentaire et de besoins, on est assez proche. Donc c'est pour ça que je vais donner de la nourriture pour esturgeon à mes potamotrigons. Ici, c'est la nourriture Sanikoi, donc c'est une très bonne nourriture, un peu haut de gamme, en taille L, qui marche extrêmement bien et que les poissons adorent. D'ailleurs, pas que les potas, les loricaridés, tout ce qui est, même les discus, quand il y a des fragments de granulés qui sont cassés, ils adorent. Un truc de dingue. Donc c'est ces petits granulés là. Et donc on va les nourrir ensemble d'ailleurs pour que vous puissiez voir le nourrissage, comment ça se passe. Donc là vous voyez les discus sont déjà en train d'essayer de manger. Forcément les granulés sont un peu gros pour eux. Regardez, ils sont tous en train de rappliquer, il y a l'altum, il y a tout qui vient, tout le monde vient. Et par contre pour les discus, parce que là il faut une nourriture adaptée, je donne encore du Dr Bassler, du chlorella en taille L. Ça permet d'avoir quelques petits grains. Et en fait on va venir donner une petite pincée 3 fois par jour. Voilà, hop, on mélange bien pour que les granulés coulent. Et là, voilà, nos petits discus, ils sont en train de les manger. Donc ça, je vais donner 3 fois par jour à peu près les granulés, hein, comme tous les granulés, c'est-à-dire pour potas et pour discus. Ça leur convient très très bien. Et vous voyez, d'ailleurs, là, on est au 3e repas de la journée et les potas ne mangent pas énormément. Donc elles sont bien gavées. Je donne toujours des quantités de granulés quand même assez importantes pour qu'elles puissent être bien épaisses, qu'elles mangent bien à la cantine et qu'elles soient en bonne santé. Parce que c'est assez important de le préciser quand même. Hein. Si on a un problème avec une pota, qu'elle mange mal ou quoi, on va avoir vite des soucis. Donc ici, moi, elles sont vraiment très très bien nourries. Et en plus de ça, ça permet d'éviter les risques aussi de chasse, de prédation. Donc globalement, c'est je pense la bonne méthode. Après là aujourd'hui les granulés sont en taille L, donc les discus les voient peu dans cet aquarium qui est assez grand. Donc je vais passer sur des granulés en taille XL très rapidement là dans les jours qui viennent pour que les poissons les voient mieux et qu'ils puissent manger plus facilement.
Bon, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir pu vous montrer ces poissons. On en reparlera d'ici les prochains mois. Vous inquiétez pas, hein, je compte en parler. J'espère d'ailleurs un jour qu'on leur proposera même plus grand pour les potas. J'ai toujours des envies un peu de grandeur. J'ai envie de pouvoir leur proposer des bassins immenses. Après, bon, il y a toutes les raisons économiques, etc. qui suivent derrière. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, je pense qu'elles sont aussi en très bonne santé, qu'elles se plaisent bien. Et ce qui est aussi important à voir, c'est qu'en termes de proportion, pour ceux qui sont un peu étonnés, hein, les gens qui maintiennent des discus dans 450 litres, un discus fait 20 cm, dans 450 litres, le discus fait plus chargé que les potes à motrigon qui sont ici. C'est juste que il faut remettre dans l'étape, dans les proportions de maintenance. C'est très important de le voir parce qu'évidemment, il y a des gens qui sont contre la maintenance de poissons plus grands, mais à partir du moment où vous avez le volume adapté, il n'y a aucun souci à partir du moment où les poissons ne sont pas non plus disproportionnés. On reste sur des poissons qui sont de taille quand même petite pour des potes à motrigon et qui ne deviendront pas plus grosses. Là, on est sur la taille max du max. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que du coup les lives vont pouvoir reprendre maintenant que le bac est quasiment prêt. Juste en face, moi je vais mettre ma cam juste en face, vous allez voir le bac derrière et on va se faire des petits lives comme ça de façon plus régulière. Donc je vous tiendrai au courant pour les lives. Et puis du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là. Bientôt vous allez voir plein d'autres infos qui vont passer, plein d'autres vidéos sur ce sujet. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook. Nous on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Salut, c'était Gab, ciao.